s'en vient, ça s'en vient. Donc, on va commencer. Je me présente, Nadine Lachance, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Donc, aujourd'hui, webinaire numéro 2 sur les différentes mesures fiscales qui ont été annoncées par le gouvernement. Donc, on est en compagnie de Martin Couture, cabinet comptable. Martin, avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier les partenaires de la Chambre, les partenaires prestige de la Chambre, Desjardins, Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges, entre autres, qui nous permettent de pouvoir poursuivre nos opérations en participant financièrement au mandat de la Chambre de commerce. Donc, Martin, on t'a mandaté, c'est volontairement accepté de faire cette présentation-là. On se demandait qui de mieux pour présenter les différentes mesures fiscales qu'un comptable. Donc, je te laisse la parole. Tu peux peut-être faire la mise en situation de ton entreprise et nous parler des différents points pour ce webinaire. Merci Nadine. Merci à la Chambre de commerce de me donner la chance de vous faire un résumé des différentes mesures qui s'appliquent. Nous, en tant que bureau considéré service essentiel, on est ouvert depuis le 15 mars 2020. On est fermé au public. On trouve une façon de faire, de recevoir des documents de nos clients pour qu'on puisse leur rendre service. Mais que ce soit par courriel, par téléphone, on travaille pour faire les rapports d'impôts de nos clients, répondre à leurs questions, entre autres. Plusieurs questions nous ont été demandées en lien avec les différentes mesures et lorsqu'on m'a approché pour savoir si je peux faire un résumé, oui, je trouvais que c'était pertinent. C'est déjà un paquet de questions que j'ai répondu jusqu'à tout récemment. Donc, d'emblée, je tiens à préciser que l'information qu'ils ont fournie, c'est l'information qui est connue et disponible en date du 15 avril 2020, excusez. Il y a des mesures là, qui évoluent régulièrement, entre autres la prestation canadienne d'urgence et la subvention de 75 %. C'est des choses qui évoluent couramment, à tous les jours. Donc, ce que je mentionne aujourd'hui, c'est ce qui est connu en date du 15 avril 2020. Et soyez à l'affût des informations qui vont acheminer au jour le jour. Également, je tiens à préciser de faire attention de ne pas seulement juste écouter ce que les journalistes mentionnent. Aller à la source parce que, malheureusement, les journalistes ont pas d'une mauvaise intention. Ils interprètent ce qu'ils entendent. C'est des mesures qui sont exceptionnelles, qui sont nouvelles. Les journalistes, ils essaient du mieux qu'ils peuvent d'interpréter les nouvelles et malheureusement, ça peut être à tort. Donc, c'est vraiment important d'aller à la source. La source, c'est Revenu Canada, Revenu Québec, c'est applicable, mais c'est surtout Revenu Canada. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous summariser un peu les informations sur les différentes mesures, principalement la mesure fédérale, provinciale. Ils ont sorti quelques mesures d'ordre financier, mais c'est surtout au niveau fédéral qui ont fait des annonces. Je présume que la plupart des gens qui suivent la présentation à l'heure actuelle, c'est des propriétaires d'entreprise. Donc, je prends pour acquis que cette information va s'appliquer à vous. Avant d'aller plus en profondeur sur les subventions, je vous rappelle qu'au niveau des impôts personnels, il y a un délai jusqu'au 31 août 2020 pour payer vos soldes dus et 1er juin 2020 pour produire vos rapports d'impôts. Et s'il vous plaît, attendez pas, parce que pour en parler avec d'autres collègues comptables, il semblerait que les rapports d'impôts rentrent compte-gouttes. N'hésitez pas à aller voir votre comptable pour apporter vos documents. Malheureusement, je sais qu'il y a des comptables qui leur bureau était fermé. Mais apportez vos documents à votre comptable si c'est ouvert, de façon à ce que pas qu'il soit trop embourbé au cours du mois de mai prochain. Au niveau TPS-TVQ, il y a une information un peu contradictoire entre le fédéral et le provincial. On a jusqu'au 30 juin pour payer.
Là, il y avait la question de savoir est-ce qu'on doit produire ou non. Le fédéral semble dire qu'il n'était pas avancé sur la date de production. Le provincial qui gère TPS et TVQ au Québec a extensionné jusqu'au 30 juin la date de production. Nous, à nos clients, on recommande, on leur conseille de payer et de produire dans les délais, à moins qu'il y ait une situation financière vraiment problématique, parce que c'est beau de péter par en avant, mais c'est un peu dangereux. Okay? Autre chose, donc TPS TVQ, les impôts de particuliers. Au niveau des impôts de société également et les paiements à compte provisionnel, il y a un délai jusqu'au 31 août 2020. Donc, il n'y aura pas d'intérêt à payer sur les soldes dus ainsi que sur les comptes provisionnels jusqu'au 31 août 2020. Par contre, ils n'ont pas statué sur la production des rapports d'impôt de compagnie. Donc, si vous avez une compagnie et que votre deadline du 6 mois tombe le 30 avril, vous devez produire votre rapport d'impôt de compagnie pour le 30 avril. Le solde peut être payé au 31 août 2020, mais le solde, le dossier doit être produit pour le 30 avril 2020. Donc, on a parlé d'impôt personnel, d'impôt de compagnie et TPS TVQ. Au niveau des retenues à la source, il n'y a aucune mesure que, du moins que je suis au courant, puis j'ai fait plusieurs lectures, il n'y a rien qui nous aurait à savoir est-ce qu'on doit ou non produire les DAS fédérales provinciales. Donc, continuer parce qu'il n'y a rien qu'on ne sont pas d'allègement à ce niveau. Au niveau des aides financières, il y a des subventions qui ont été annoncées, il y a des prêts qui ont été annoncés, il y a des choses qui sont au niveau de l'entreprise, des choses qui sont au niveau personnel. Au niveau des programmes qui s'appliquent au niveau personnel, il y a le PCU, ou la PCU, la prestation canadienne d'urgence, le fameux 2 000 $ par mois, que c'est un programme qui évolue. Il y a eu des nouvelles directives là, qui arrivent pratiquement tous les jours. Un point précisé pour qu'une personne puisse avoir droit aux 2 000 $, l'individu, le contribuable, doit avoir un revenu de 5 000 $ au cours des 12 derniers mois ou en 2019. Il y avait eu un peu une problématique à savoir est-ce qu'un revenu de dividende était admissible ou non. Selon ce qu'on entendait au tout début, ou ce que les journalistes, comme je disais, qui interprétaient, c'est pas de mauvaise intention, interprétaient l'effet qu'un dividende n'était pas admissible, avec raison, dans le sens qu'une personne qui reçoit des dividendes de Apple, Tesla ou Bombardier sous forme d'investissement, bien, effectivement, ce n'est pas un revenu de travail, ce n'est pas un revenu d'emploi. Donc, ça, un dividende, ces revenus de dividende-là ne sont pas admissibles dans le calcul du fameux 5 000 $. Par contre, un dividende porte le même type de dividende qu'une personne qui reçoit un dividende de sa propre compagnie. Et c'est pour ça qu'il y a eu des pressions qui ont été faites ou probablement du lobbying, je ne sais pas trop. Donc, le fédéral a précisé lundi de la semaine dernière, je m'abuse, qu'un 5 000 $ de dividende provenant de la compagnie détenue par l'actionnaire, il y a d'autres critères, mais grosso modo, ça veut dire que si c'est votre compagnie à vous qui vous a rémunéré un revenu de 5 000 $ de dividende, c'est admissible. Donc, les gens avaient, il faut commencer dès lundi dernier, la semaine dernière, à faire les demandes. La plateforme semble être efficace, le système téléphonique semble être efficace. Il y a déjà des gens qui ont reçu leur argent après 2-3 jours. Donc, ça se passe bien. Donc, c'est des blocs de 4 semaines et il faut faire des déclarations à chacune des 4 semaines. Ce qui est en suspens à l'heure actuelle, c'est il y a des gens qui se disent il se passe quoi si je travaille à temps partiel, 5 heures, 10 heures par semaine? Ça, c'est un élément qui est encore flou. On est en attente de l'information de la part de Revenu Canada, de certaines précisions, savoir est-ce qu'on peut gagner du revenu 100 $, 200 $, 300 $ par semaine. Ça, on n'a pas encore l'information. Donc, pour la première période, il y a plusieurs personnes qui ont reçu leurs 2 000 $. Pour les périodes suivantes, avril à mi-mai, et ainsi de suite, d'autres informations seront à venir. Donc, ça, c'est un programme au nom des individus. Au niveau corporatif, au niveau de l'entreprise, il y a 2 subventions qui ont été annoncées. La première subvention, c'est la subvention qui donne un 10 % sur la masse salariale. Pratiquement toutes les entreprises sont admissibles à cette subvention-là.
Ça, c'est la première subvention qui a été annoncée avant même le PCU, la prestation canadienne d'urgence. L'objectif était pour aider ou encourager les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprise d'engager, de réengager leurs employés pour éviter que ces gens-là soient sur le PCU à leur nom personnel parce qu'il y avait une crainte que ces gens-là embourbent le système de PCU. Parce que, là, je ne sais pas des comptes finaux, mais je pense qu'au-dessus de 2 millions de personnes qui ont demandé la prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est gros, c'est énorme. C'est un important volume, c'est une nouvelle plateforme. Donc, pour moi qui avait peur que le programme flanche ou que la plateforme ne supporte pas tout cet achalandage-là. Donc, ils trouvent une façon d'encourager les entreprises à réembaucher leurs employés. Donc, ils ont annoncé le 10 et je vais revenir un peu sur les modalités. Après quelques jours, ils se sont rendus compte qu'il semble, bon, Justin Trudeau il a mentionné qu'il nous avait écouté, qu'il avait écouté les entrepreneurs et ils ont bonifié la subvention salariale à 75 parce que 10 ce n'était pas suffisant. Et, commentaire personnel, avec raison, si on reçoit une subvention de 10 du salaire des employés, c'est pas assez alléchant pour dire, bon, mais gars, je pensais te mettre sur le chômage, mais finalement, je vais te réengager parce que j'ai droit à une subvention de 10 et moi, c'est des peanuts. Si on revient concrètement sur les façons de procéder, donc sur la subvention salariale de 10 comme je mentionnais, c'est pratiquement toutes les entreprises et OSBL qui ont droit à ça. Le calcul est simple, c'est 10 du salaire pour la période du 15 mars au 20 juin. Et il n'y a pas de chèque à recevoir de Revenu Canada. C'est que les gens font leur calcul et prélèvent l'argent, si on veut, à même le paiement de retenue à la source fédérale suivant. Par exemple, une personne qui a versé 2 000 de salaire pour la période du 15 mars, 31 mars 2020, on doit une subvention de 200 $. Donc, 2 000 fois 10 ça fait 200 $. Et il applique le 200 $ contre son paiement de retenue à la source fédérale, portion impôt fédéral seulement. C'est important de préciser parce que lorsqu'on fait une remise fédérale, il y a la portion impôt fédéral et la portion assurance-emploi. La subvention, le fameux 200 $ dans notre exemple, on l'applique contre la portion impôt fédéral seulement. Qu'est-ce qui arrive si votre remise indiquait un solde de 175 $ d'impôt fédéral à remettre, mais on ramène ce montant-là à zéro et la balance du 25 $ est reportée au mois suivant, et ainsi de suite. Okay? On ne peut pas reporter le 25 $ contre le montant d'assurance-emploi. Le montant est maximum, c'est 1 347 $ par employé pour la période du 15 mars au 20 juin. Donc, ça donne l'équivalent d'un salaire de 13 500 $ plus ou moins pour la période du 15 mars au 20 juin. Donc, les gens qui doivent faire le calcul de 10 doivent tenir compte de ce montant maximum-là. Et le montant par entreprise est de 25 000 $. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un paquet de 100, 200 employés, a un montant maximum de 25 000 $ par entreprise. Bon, ce qui est intéressant de cette aide gouvernementale-là, c'est que les gens le reçoivent d'emblée, donc c'est facile, on l'applique contre le paiement de revenus à la source, il n'y a pas de délai. Par contre, une problématique, c'est pour tous ceux qui ont un service de paye via Desjardins, ADP, Ciridian, Disnat, donc tous ceux qui ont un organisme de service, que eux, c'est vraiment une patate chaude, parce que là, le fédéral, il annonce ça, mais c'est le gouvernement c'est les organismes qui gèrent les DAS, c'est pas l'entrepreneur. Donc, comme nous, au bureau, on fait affaire avec Desjardins et le paiement de DAS dû le 15 avril, qui est aujourd'hui, Desjardins ont fait les remises monétaires du bureau au gouvernement fédéral et la subvention, j'en ai pas bénéficié. Et on a contacté Desjardins. Desjardins a envoyé des courriels. Initialement, il n'y avait aucune espèce d'idée comment gérer la situation. Donc, quelques jours après, on a reçu un courriel disant qu'ils travaillent à trouver une solution, mais jusqu'en date d'aujourd'hui, du moins pour Desjardins,
ils n'ont pas de solution à la situation. Donc, la possibilité de faire un rapport de déduction à la source amendé et demander un remboursement. OK, oui, ça peut se faire, mais en situation d'urgence, quand est-ce que le fédéral va traiter la demande et quand est-ce que l'argent va rentrer? On ne sait pas. Donc, ça, c'est un point d'interrogation qui, à l'heure actuelle, en date du 15 avril 2020, qui n'est pas résolu, à mon avis. L'autre mesure, qui est la subvention salariale à 75 % qui rembourse 75 % du salaire des employés pour la période du 15 mars au 20 juin. Très intéressante de par son montant. C'est quand même 75 % des salaires, c'est intéressant. Il y a un montant maximum de 847 $ par employé par semaine. C'est l'équivalent d'un salaire de 55 000, plus ou moins 55 000 $ annuellement. Il n'y a pas de montant maximum par entreprise. Donc, une entreprise qui a 50, 100, 200 employés a le droit à 847 $ par employé. Là, contrairement à la subvention de 10 % où est-ce que c'est toute entreprise ou à peu près qui est admissible, pour la subvention salariale de 75 %, il faut se qualifier. Ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises. Initialement, et comme je disais que toute subvention évolue, initialement, il mentionnait qu'il fallait subir une baisse de 30 % de revenus par rapport au mois précédent. Parce que même ça fonctionne, la subvention, c'est 3 blocs de 4 semaines. C'est donc mi-mars à mi-avril, mi-avril à mi-mai et mi-mai à mi-juin. Et il fallait démontrer, je retire mon mot parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire démontrer, mais pour être admissible, il fallait avoir soumis une baisse de revenus. Et initialement, c'était basé sur le mois précédent. Ce qui veut dire que pour la période 1, qui est de la mi-mars à la mi-avril, la période de référence était le mois de mars 2020 versus mars 2019. Pour la demande de mi-avril à mi-mai, la période de référence était avril et ainsi de suite pour les 3 périodes. Initialement, il mentionnait que c'était 30 %. Là, il y a un peu eu du lobbying. Je pense que la FCEI ont fait de la pression de la part du gouvernement parce que pour le mois de mars, étant donné qu'il y a eu les 2 premières semaines, théoriquement, une entreprise, on dit un restaurant, un bar, commerce au détail, qui était ouvert pendant 2 semaines, bien, de dire qu'on a perdu 30 % de revenus durant le mois de mars, c'est un peu difficile à rencontrer, considérant qu'il y a eu 2 semaines qui étaient, mettons, quasi à temps plein. Donc, ils ont rajouté le tir et ont mentionné que pour le mois de mars, pour la période 1, ce n'est pas 30 % mais 15 % de baisse de revenus. Et en lien avec ça, lorsqu'il a amendé cette précision-là, il a apporté d'autres clarifications parce que, comme je vous dis, tout évolue et le projet de loi a été adopté seulement samedi dernier, le 11 avril. Donc, là, les dernières précisions mentionnent que pour la période 1, la baisse de revenus est de l'ordre de 15 % pour le mois de mars et la norme du 30 % pour la période 2 et la période 3, qui est pour les mois d'avril et mai, demeure. Okay? Également, comment on calcule? Initialement, il précisait que c'était selon les normes comptables régulières de l'entreprise. Par contre, il y a des situations un peu particulières. C'est sûr que pour un restaurant, c'est simple, tu as une facture, tu as un encaissement, puis c'est facile à calculer. Par contre, une entreprise de service, bureau de comptable, bureau d'ingénieur ou du graphiste ou peu importe, où est-ce que tu factures du corporatif, donc tu peux faire une facture aujourd'hui, mais encaisser l'argent 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Donc, c'est un petit peu, tu peux facturer, mais subir des problèmes financiers pareils parce que tu n'as pas reçu l'argent. Donc, là, ils ont corrigé le tir et ils ont permis aux entreprises, dans leur calcul du 15 et du 30 %, d'y aller selon une comptabilité d'exercice ou une comptabilité de caisse. Comptabilité d'exercice, c'est vraiment en fonction de la date de facturation. Donc, si on facture 10 000 $ en date du 20 mars, c'est un revenu du mois de mars. C'est sur la comptabilité d'exercice. La comptabilité de caisse, c'est en fonction de quand est-ce qu'on encaisse l'argent. Ce qui veut dire qu'un revenu de 10 000 $ daté du mois de mars, encaissé en avril, selon la comptabilité de caisse,
le 10 000 $ n'est pas un revenu du mois de mars, mais bel et bien un revenu d'avril. Donc, une entreprise peut faire le choix d'être soit en comptabilité de caisse ou en comptabilité d'exercice. Et c'est important de garder la même méthode. On ne peut pas changer de méthode à l'autre pour la période 1, 2 et 3. Ça devient de la manipulation. Et pour que le comparatif également soit la même base. Exemple, on ne peut pas comparer le mois de mars 2020 en comptabilité d'exercice par rapport au mois de mars 2019 en comptabilité de caisse. Okay? Donc, lorsqu'on choisit la méthode, que ce soit comptabilité de caisse ou d'exercice, on doit garder la même méthode pour les 3 périodes et comparer avec l'année passée en fonction de la même méthode. Également, quand ils ont rajouté cette précision-là, le fameux 15 mars et la méthode de comptabilisation, ils ont amené un autre élément parce qu'il y a des gens qui n'étaient carrément pas ouverts mars, avril, mai 2019. Donc, pour une nouvelle société, on se compare à quoi? Ça devient difficile. Et pour les entreprises en forte croissance, les startups. Par exemple, une entreprise qui générait 100 000 $ au mois de mars 2019, qui génère 200 000 $ au mois de mars 2020. Elle a doublé son chiffre d'affaires. Elle n'a pas subi de pression financière. Mais si la société a généré 1 million de $ de revenus en janvier et en février, on s'entend pour dire que cette personne-là, elle a subi des pertes en mars 2020, même si elle a facturé le double qu'en mars 2019. Donc, ça amenait une certaine problématique. Et le gouvernement a annoncé que dans le critère de qualification, le fameux 15-30-30 %, l'entreprise avait un choix soit de comparer le mois de mars 2020 avec le mars 2019 ou, et c'est bien ou, comparer le mois de mars 2020 avec la moyenne des revenus générés en janvier-février 2020. Donc, une société peut avoir généré plus de revenus en mars 2020 par rapport à mars 2019, mais subir une baisse de revenus par rapport au mois de janvier-février 2020. Donc, pour la période 1, c'est les critères qui viennent d'annoncer. Pour la période 2, donc on compare avril 2020 avec avril 2019 ou les revenus d'avril 2020 par rapport à la moyenne de janvier-février 2020 toujours. Et pour la période 3, soit qu'on compare mai 2020 avec mai 2019 ou mai 2020 versus la moyenne de janvier-février 2020. Tout en gardant toujours les mêmes bases de calcul, comptabilité de caisse, comptabilité d'exercice. Autre chose, autre information qu'on a eue dernièrement, et ça, je dirais de ne pas prendre ça au pied de la lettre parce que je l'ai entendu, je l'ai lu, ça reste mon interprétation, puis j'ai un certain doute là-dessus, mais bref, je vous le transmets et ça sera validé en temps et lieu. J'ai lu dernièrement que pour faciliter les demandes, parce que là, on semblerait, puis je dis semblerait parce que les demandes ne sont pas, il y a personne qui fait de demande encore, ça va se faire prochainement. Il semblerait que pour faciliter les 3 demandes pour chacune des périodes des entreprises, c'est qu'une personne qui serait admissible à la période 1 serait automatiquement admissible à la période 2 et une personne ou une entreprise qui serait admissible à la période 2 serait automatiquement admissible à la période 3. Donc, conséquemment, une personne, selon l'effet boule de neige, une personne ou une entreprise qui serait admissible à la période 1 serait automatiquement admissible à la période 2 et par le fait même à la période 3. C'est sûr que c'est très peu probable qu'une entreprise qui ait subi des pertes financières importantes en mars, mais qu'elle ne subisse pas des pertes financières en avril ou en mai. Mais peut-être, si ça se peut, une entreprise, pour X raison, là, en mars ou avril, ça va bien, puis en mai, finalement, ça va bien. Cette entreprise-là pourrait se retrouver, avoir droit à une subvention pour les 3 mois, même si elle a subi des pertes financières seulement pour les 2 premiers mois de l'année. 2 premiers mois du COVID. Donc, ça, c'est un peu flou. Ça, je dirais, c'est mon interprétation à la lumière de ce que j'ai lu. Et ma base de référence, c'est vraiment le site de l'Agence Revenu Canada. Également, on visite le Centre québécois de formation en fiscalité, le site CQFF.
Il y a l'Ordre des comptables également qui font un résumé des différentes mesures. Donc, oui, il y a de l'interprétation, mais c'est basé sur des sites de référence crédibles, sans vouloir rien enlever aux journalistes, mais ce n'est pas seulement interprété par un journaliste, c'est interprété par des personnes qui sont spécialisées en affaires. Donc, cette nuance-là, comme quoi que sur la mission période 1, automatiquement la période 2 et la période 3, je trouve ça un petit peu spécial. Également, on a lu qu'il y a peut-être la possibilité d'avoir une période 4, donc mi-juin à mi-juillet. Donc, ça sera validé. Ça, c'est pas défini. Je pense que le gouvernement fédéral s'est ouvert, a laissé la porte ouverte, étant donné que le gouvernement est minoritaire, il ne veut pas nécessairement devoir repasser avec les partis de l'opposition pour faire approuver ça. Donc, il y a la possibilité d'avoir une 4e période, mais ça, ce n'est pas défini encore. Autre élément qui est encore pas clair, c'est que pour faire la demande doit être faite via mon dossier d'entreprise sur le site de Revenu Canada. Si vous n'avez pas de compte, allez créer votre compte tout de suite. Il semblerait, là, sur l'information qu'on sait, d'une journée à l'autre ou d'ici une semaine, on pourrait faire les premières demandes, parce que la première demande, c'est 15 mars au 11 avril. Donc, 11 avril est terminé. Ça vous exige que votre comptabilité soit à jour pour connaître vos revenus générés au cours du mois de mars 2020. Mais la demande se ferait en ligne. Est-ce qu'on va devoir prouver la baisse de revenus? Comment est-ce qu'il va falloir envoyer des rapports comptables? On ne sait pas. Donc, c'est encore nouveau. On n'a pas l'information. Il n'y a personne qui a fait leur première demande à l'heure actuelle. Et gare à ceux qui ont l'intention de frauder ou tirer avantage de ça. Plusieurs endroits que j'ai lus qu'il allait avoir des mesures pénales importantes. Ils parlent même d'une peine d'emprisonnement. Là, j'ai l'impression, c'est un peu mon interprétation, j'ai l'impression qu'ils veulent faire peur aux gens. Est-ce qu'ils peuvent mettre des gens en prison à cause de ça? Peut-être que oui. Là. Je pense qu'en domaine des affaires, il y a des gens qui fraudent à tous les jours de l'année. Ce ne serait pas nouveau que les gens qui fraudent pour le COVID. Mais étant donné que c'est des mesures qui sont très alléchantes et qui vont avoir beaucoup de demandes, est-ce qu'il y aura beaucoup de vérifications de la part du gouvernement par la suite? On ne sait pas. Évidemment, c'est de quoi de nouveau. Mais ils ne ménagent pas leurs mots en disant qu'ils ont même déterminé la pénalité. Je pense que s'il y a une pénalité, je pense que c'est 125% des sommes reçues. Bref, il y a beaucoup certaines écrits là-dessus sur les mesures pénales. Donc, faites attention si vous pensez être en mesure de profiter puis de frauder. C'est jamais conseillé de frauder, mais probablement encore moins à cet effet-là. Donc, ça, c'est la subvention salariale. Également, il y a un point que j'aborde très rapidement, un régime provincial via Emploi Québec. Il y a des subventions pour les formations. Ça, je ne veux pas en aborder trop parce que je pense qu'il y aura d'autres directives via la Chambre de commerce qui vont être émises. Mais nous, on a fait un appel à cet effet-là. J'ai fait certaines lectures. Des belles opportunités de subventions pour la formation. Donc, tenez-vous au courant. Je pense qu'il y aura des possibilités qui sont là. Autre point, des prêts. Il y a un prêt garanti par le gouvernement qui a été annoncé, le fameux prêt de 40 000 ça, c'est via les institutions financières. À l'heure actuelle, je pense que toutes les institutions financières sont setées pour pouvoir recevoir les demandes. Pour la plupart, je dirais, selon moi, toutes les institutions financières, les demandes se font via leur plateforme électronique. Critères pour obtenir le prêt de 40 000 il faut avoir eu une masse salariale de 50 000 minimum en 2019. Et la demande est simple. Moi, mon institution financière, c'est Desjardins. Donc, ça se passe, c'est très bien, c'est très rapide et simple comme demande. Il demande 2 informations. Il demande le numéro d'entreprise fédérale, le numéro d'employeur fédéral, qui est un code à 9 chiffres suivi des lettres RP comme papa 0001 pour la plupart. Donc, ces informations-là.
l'autre information, il demande la fameuse case 14. Tout ça cause un peu d'ambiguïté. Si vous regardez, ni plus ni moins, c'est votre masse salariale. Si vous regardez sur le sommaire T4 que vous avez produit ou votre organisme de paye a produit en 2019, c'est la masse salariale totale, donc le salaire de tous vos employés confondus qui ont été versés en 2019. Donc, c'est deux seules informations qui demandent. À ce moment-là, plusieurs entreprises et OSBL, je parle beaucoup dans l'entreprise, mais ça inclut également les OSBL. Même la subvention à 10-75 %, ça inclut également les OSBL. Ça inclut également les entrepreneurs enregistrés, entreprises enregistrées ont également ont droit à ces mesures-là. J'ai un client aujourd'hui qui a reçu sa réponse négative. Moi, je pensais que tout le monde avait le droit à ce prêt-là. Je ne connais personne qui l'a reçu à l'heure actuelle parce que c'est récent, mais j'ai une personne qui a reçu un courriel après 2-3 jours disant que c'était refusé parce que la personne avait payé sa carte de crédit corporative en retard. Donc, ça, elle a été refusée. Là, la difficulté, c'est de parler à une personne parce que, évidemment, c'est toutes des demandes de prêts sont très importantes. Autant qu'il manque de préposés bénéficiaires et d'infirmières, il manque un peu de banquiers. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font de façon informatique. Lorsque vous avez des choses un peu particulières et que vous voulez parler à une personne, c'est problématique. Selon moi, la plupart des institutions financières. Mais bon, ça vaut le coup. Si vous avez une masse salariale supplémentaire de plus de 50 000 $ et moins de 1 million, vous avez le droit à un prêt de 40 000 $, un prêt sans intérêt. Si vous payez avant le 31 décembre 2022, vous avez le droit à une subvention de 25 %, donc vous avez un cadeau de 10 000 $ que vous ne remboursez pas. Et selon ce que j'ai lu ce matin, c'est que si le sol n'est pas payé au 31 décembre 2022, c'est converti en prêt à terme avec un taux d'intérêt. Donc, converti en prêt à terme, moi, j'en conclus, et c'est mon interprétation, que d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2022, ce sera un peu comme une marge de crédit ou un prêt ouvert. Donc, j'ai l'impression que qu'il n'y a pas des modalités de paiement échéance fixe. Okay, ça sera clarifié. Également, une autre annonce, le gouvernement a débloqué des fonds pour des prêts aux entreprises via la BDC, Banque de développement Canada. Donc, encore là, soit vous vous adressez à votre directeur de compte commercial si vous avez déjà un compte, ou si vous faites une demande en ligne, il y a un questionnaire à cet effet-là. C'est vraiment un financement propre au COVID-19. C'est un prêt à taux d'intérêt qui est à près à 2,8 % à l'heure actuelle, qui finance ni plus ni moins les frais d'exploitation au cours des 6 prochains mois. Donc, de ce que j'ai su comme information, c'est qu'il fallait vérifier, valider ou déterminer c'est quoi nos frais d'exploitation au cours des 6 prochains mois, quelles seront nos entrées d'argent estimées. Et c'est un prêt sur 3 ans avec un congé de capital d'1 an. Donc, intéressant ça aussi. Comme dernière mesure, il y a le gouvernement provincial via les MRC qui ont des fonds d'urgence. Encore là, je ne veux pas trop aborder là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup d'informations à cet effet-là. Il semblerait que c'est Dev qui va gérer ça. Donc, je pense qu'il y a des informations qui vont provenir de Dev. Donc, je ne veux pas leur voler le punch. Donc, c'est les mesures. Je précise que c'est des informations que je connais en date du 15 avril 2020, que ça continue. Je vous invite fortement à aller visiter la page de Revenu Canada. Il y a un bandeau là, sur la page principale là, avec les différentes mesures au niveau des mesures annoncées par le fédéral en raison du COVID-19. Et également, CQFS, Centre québécois de formation en fiscalité, qui est un site qui donne des informations un peu à l'interprétation des mesures fiscales annoncées par le Canada. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, si vous avez des questions, je demeure à votre disponibilité pour répondre à vos questions. Merci, Martin.
Peut-être une petite précision, là, c'est moi qui ai écrit dans le petit chat s'il y a des gens qui ont des problématiques là, lors de la demande de prêt via les institutions financières. Je pense que c'est le réflexe numéro 1 de contacter son directeur de compte si jamais il y a une problématique. Comme ça va être la personne avec qui on va pouvoir communiquer le plus facilement. Puis après ça, j'imagine que l'ensemble des procédures pourront être mises de l'avant avec l'institution financière. J'ai quelques questions. Bonjour tout le monde. En fait, je suis réapparue. J'ai quelques questions dans les questions et réponses. Si les gens veulent les poser en bas, juste spécifier là, que vous avez un Q et A. Donc, vous pouvez poser vos questions là. Vous pouvez également lever la main sur votre droite. Là, vous voyez les participants. Les gens qui lèvent la main, je vais leur permettre de poser leurs questions. J'avais une première question, en fait, de Chantal, qui voulait avoir peut-être un peu plus de précision sur le PACMI, je ne sais jamais comment le dire, PACME. Donc, je vais peut-être laisser Nadine en parler un petit peu parce qu'on a investigué un peu la Chambre sur cette mesure-là. Donc, Nadine, peut-être juste spécifier un peu comment que ça fonctionne, là, ce programme-là. Bien, en fait, je peux élaborer un peu là-dessus, mais Martin avait aussi quelques informations, fait qu'on pourra peut-être s'ajuster là. Première des choses, on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler éventuellement là, de cette mesure-là plus précisément. Moi, ce que j'en comprends à l'heure actuelle, pour les entreprises, en fait, il faut faire attention pour faire les demandes de subventions pour la formation. Si vous avez plusieurs personnes dans l'entreprise que vous voulez faire bénéficier, en fait, de formation, l'entreprise a le droit de faire seulement une demande à l'heure actuelle. Donc, sa demande doit être bien étoffée avec toutes les demandes de formation pour l'ensemble du personnel. Parce que pour l'instant, je pense que ce que le gouvernement veut, c'est réserver les fonds et après ça, peut-être qu'il y aura une deuxième ouverture pour faire des demandes de financement pour d'autres formations, mais l'idée, c'est d'envoyer en une seule fois tous les besoins de formation pour l'entreprise. Donc, ça, je pense que c'est important de faire attention à ça. Et bon, nous, au niveau de la Chambre, en fonction des besoins de la région aussi, on peut être un agent là, collaboratif pour en fait, promouvoir des formations à plusieurs entreprises. Donc, nous, on a lancé un sondage aussi cette semaine pour avoir une bonne connaissance des besoins du territoire. Comme ça, on pourrait regrouper plusieurs entreprises sous une même formation. Donc, ça pourrait répondre à un besoin aussi. Je pense que les entreprises peuvent aussi se référer là, directement à Emploi Québec, là, les représentants d'Emploi Québec qui pourront donner des informations, mais le mot d'ordre, c'est envoyer une demande avec l'ensemble des besoins. Martin, je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter de l'information là-dessus. Non, là-dessus, ça me va. Pour avoir fait des démarches, même le bureau, ce que je peux mentionner, c'est un programme qui a l'air très intéressant. Intéressant du point de vue monétaire et effectivement, il semblerait que dans le fond, on fait une demande et Emploi Québec, ils vont approuver la demande. Donc, je pense que c'est assez général au niveau du contenu, mais avant de recevoir l'argent, je pense que le contenu doit être approuvé par Emploi Québec. Donc, profitez du contexte pour former vos employés. Là, le but, c'est de sortir meilleur, grandi, plus fort de cette épreuve-là. Là. En fait, j'ai deux autres questions. J'ai une question de Lucie. Après ça, je vais donner la parole à Laurent de Jiminy qui a une question aussi. Donc, Lucie, elle ne fait pas son microphone ouvert. Donc, elle veut savoir, outre le fonds d'urgence à 2 000 $ par mois, est-ce qu'il existe d'autres mesures pour les travailleurs autonomes? Travailleurs autonomes, ben bon, pour ce qui est, évidemment, je vais juste préciser, le terme travailleur autonome, c'est
est un peu galvaudé, là. C'est qui un travailleur autonome? C'est juste une personne toute seule? Est-ce qu'un travailleur autonome avec des employés, c'est encore un travailleur autonome? Une personne qui est propriétaire de sa compagnie, c'est un travailleur autonome? Donc, c'est un peu flou. Je dirais que, bon, le travailleur autonome, je veux dire, une entreprise enregistrée a le droit aux subventions salariales pareil, a le droit aux prêts pareil s'il se qualifie. Mais au niveau de l'individu, il y a le fameux 2000 $ et c'est à peu près tout. Ce qui était précisé, la prestation canadienne d'urgence versus l'assurance emploi régulier, c'est que toute personne qui ont perdu leur revenu après le 15 mars 2020, vraiment qui ont perdu leur revenu après le 15 mars 2020, même s'ils auraient le droit à l'assurance emploi régulier dû au nombre d'heures travaillées, même si c'était plus payant pour eux d'aller sur l'assurance emploi régulier, automatiquement, ils embarquent sur le PCU à 2000 $, même s'ils perdent de l'argent, malheureusement. Une personne qui a perdu leur emploi, mettons, en date du 5-10 mars, donc avant le COVID, aurait droit au programme d'assurance emploi régulier. Okay? Mais non, un travailleur autonome, il a le droit aux subventions salariales pareilles, il a le droit aux prêts de 40 000 pareils si on a une mise salariale supérieure à 50 000, mais une personne qui est tout seul, qui n'a pas d'employé, c'est le PCU à 2000 $, malheureusement. Est-ce que, juste une petite spécification, Martin, pour le travailleur autonome qui se mettrait sur le programme canadien d'urgence, le PCU, est-ce que si les gens ont facturé des clients avant le 15 mars et qu'ils reçoivent l'argent après, donc ils reçoivent, mettons, l'argent là, au 15 avril, est-ce qu'ils peuvent déposer ou ils vont être pénalisés d'avoir déposé un chèque de travail fait avant? Ça fait partie des zones floues, malheureusement, mais non, c'est vraiment le revenu gagné avant n'impacte pas sur le 2000 $. Dans les autres points en suspens, on a un journaliste qui avait mentionné que c'était pas 2000 $, c'était 4 périodes de 500 $ et qu'une personne pouvait concentrer ses revenus sur une semaine et ne pourra pas le voir en partie aux 500 par semaine. Encore là, c'était pas clair. La notion d'avoir un revenu temporaire, si une personne travaille, mettons, 5 heures, 10 heures par semaine, le gouvernement est au fait que c'est une problématique et ils n'ont pas encore établi la réponse à la question. Selon moi, d'ici à la prochaine période qui est du 12 avril jusqu'au début mai, il va y avoir des clarifications sur les revenus temporaires. Donc, restez à l'affût des informations. Je vais donner la parole, en fait, à Laurent qui avait une question sur le prêt de Desjardins. Oui. Laurent? Rétablir le son. OK, parfait. Oui, ma question, en fait, c'est sur le compte d'urgence pour entreprises canadiennes, mais moi, j'ai vu l'information seulement sur Desjardins. Donc, il y avait un élément dans les modalités du prêt qui était inscrit, c'était si un montant de 30 000 $ est remboursé d'ici le 31 décembre 2022, oui, le prêt sera réputé payé en totalité et nous fermerons le prêt. Oui. Ça veut dire que c'est comme une subvention de 10 000? Et voilà, oui, dans le fond, si la personne ou l'entreprise paye le sol, le 30 000 $ avant le 31 décembre 2022, l'autre 10 000 devient une subvention. OK, parfait. C'était pas écrit subvention de 10 000, mais dans le fond, c'est ça. OK, parfait. J'avais une question aussi, en fait, de Sophie Collins. Je vais la trouver dans dans les participants. Donc, je vais vous laisser la parole, Mme Collins. Parfait. Il faut ouvrir votre microphone. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Je ne pensais pas parler, là. Je pense que j'avais juste écrit ma question comme ça. Donc, ma première question, c'est, vous avez parlé de la subvention salariale de 10 % qui a été mise en premier et par la suite, celle de 75 %. Est-ce que le principe est le même pour les deux? Donc, on doit faire les déclarations, dans le fond, de DAS et ce n'est comme un crédit sur nos futures cotisations qu'on va recevoir pour les deux subventions?
Non, c'est pour la subvention de 10 c'est à même les revenus DAS du mois suivant, mais pour le 75 la demande devra être faite sur mon dossier d'entreprise, le site Internet de Revenu Canada, et ce sera un chèque qui sera émis ultérieurement. Il semble dire que c'est 3 à 4 semaines après que la demande soit faite. Parce que la subvention de 75 c'est trop important par rapport au montant des DAS. Donc, s'ils feraient ça, les gens ne paieraient pas de DAS, je pense, pour quasiment la prochaine année. Ça serait trop long de recevoir l'argent. Donc, non, c'est vraiment la subvention salariale à 75 c'est un chèque qui sera émis par Revenu Canada. Parfait. Est-ce que je pose mon autre question? Oui, oui, allez-y. Ouais. Okay. L'autre question, c'est ce que je comprenais, là, mais je n'étais pas certaine là, donc pour la subvention. Pour l'autre subvention, c'est la formation. Nous, on est une petite PME en construction, ce qui est assez difficile pour les revenus parce que, disons qu'il y a des périodes qu'on travaille moins que d'autres, donc on a de la difficulté avec ça, mais on est quand même là-dedans. Pour les subventions, pour la formation, je me demandais, c'est inscrit sur les sites le provincial qu'il y a une enveloppe budgétaire d'un montant de X, là, je ne me rappelle pas du montant, et que quand c'est fini, c'est fini. Donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Nous, on est en train de faire, dans le fond, de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour s'améliorer et tout ça, autant la salubrité sur les chantiers, un peu de tout. Est-ce qu'on risque de perdre notre tour si on ne va pas vite? J'essaie de faire bien les choses, là, mais je me dis, y a-tu, je fais la demande, puis après, je fais ça avec le monde? J'ai lu que c'est une enveloppe de 100 millions de dollars. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Le programme, il a été annoncé là, écoute, la semaine dernière. C'est très récent. Il parle des formations suivies jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, je serais surpris que le fonds s'épuise ou s'il l'est, il ne sera pas à court terme. Donc, selon moi, ça ne va pas être un gros critère. Parce qu'autant que oui, il est intéressant, sauf que 100 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça, c'est un programme provincial. Ce n'est pas le grandeur du Canada, c'est vraiment au niveau de la province du Québec. Donc, je doute que le fonds va s'épuiser dans les 3-4 prochaines semaines. Selon moi, on devrait s'étirer jusqu'en juillet-août. Pas une boule de cristal, mais selon moi, c'est juillet-août. Ça va être une bonne assez longtemps. OK, parfait. Effectivement, là, je veux juste renchérir sur ce que Martin dit. Là, 100 millions de dollars, c'est une très, très grosse enveloppe. Considérant la période de temps qui est assez courte, là, il y a plus de chances que des sous soient encore disponibles pour poursuivre des formations, là, même après septembre. Là. Puis ça, on doit s'inscrire auprès de Emploi Québec. Emploi Québec. Donc, on les appelle. Moi, je n'ai jamais fait affaire avec eux parce que nous, on est des CCQ et tout ça, donc on ne fait pas d'offre d'emploi là-dessus, mais je les appelle. Je ne connais pas du tout, là. On pourra vous envoyer les liens pour, en fait, faire les demandes, là, mais normalement, c'est les représentants de votre bureau local. Là. Oui. OK. Merci. Merci. Bonne journée. J'avais une autre question, en fait, sur le PACME. Est-ce que les propriétaires d'entreprises ont droit de se prévaloir de ce programme-là de formation également ou c'est seulement pour les employés? Personnellement, je n'ai pas lu de rien à l'effet que c'était restreint aux employés seulement. Selon ma compréhension, ça inclurait les propriétaires également. Et en fait, j'ai M. Jean Lachapelle aussi. Je vais lui donner la parole et il se demandait en fait avec qui on doit communiquer pour l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, je vais lui donner la parole qu'il puisse poser sa question. Parfait. M. Lachapelle? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai une petite entreprise. On a des salaires l'année dernière de moins de 50 000 $, donc on n'est pas éligible pour celle
le fédéral. Par contre, pour ça, pour le provincial, ma compréhension, c'est que ça pourrait être possible d'avoir ce genre de subvention-là pour nous aider à passer au travers là, au cours des prochains mois. Et je me demandais à qui, parce que là, j'ai vu MRC, j'ai vu CLD, j'ai vu DEL, j'ai vu différentes choses à différents endroits. Et là, je ne sais pas trop où. Le gouvernement passe par les MRC qui va gérer un peu les enveloppes dans chacune des régions du Québec. Les CLD, théoriquement, n'existent plus. Les CLD ont été abolis. Nous, notre CLD a été, je ne sais pas si on peut dire, remplacé ou il a migré vers le nouveau DEV. Et sur les informations qu'on aura, ce sera le DEV qui est un peu le bras économique de la MRC qui va gérer l'enveloppe disponible pour Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est vraiment DEV qui va être notre tour de référence pour notre région. Donc, ça va être développement Vaudreuil-Soulanges, là, même sous le site Internet de la MRC, vous avez les références pour développement. Donc, eux, ils ont une équipe en place qui sont là pour justement, éventuellement, là, analyser les demandes pour les fonds qui ont été annoncés auprès des MRC. OK. Merci beaucoup. On pourra vous mettre, on vous enverra en fait les liens aussi pour faire vos demandes auprès de Développement Vaudreuil-Soulanges. Ça serait très apprécié. Oui, ils ont entre autres déjà un formulaire que vous pouvez remplir sur leur site web quand vous allez dans la section COVID-19. Il y a déjà un formulaire pour les entreprises qui voudraient se prévaloir d'une subvention avec eux. Par contre, je pense qu'ils n'ont pas encore tout finalisé comment ils vont attribuer les fonds, là. OK. OK, c'est bon. Merci. 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 J'ai une autre question de Chantal, mais Chantal, je pense que je vais lui donner la parole parce qu'elle pose beaucoup de questions depuis tantôt, donc je vais lui permettre de poser ses questions. Donc, je lui donne la parole. Bonjour, Chantal. Chantal? Il faut ouvrir votre micro en bas. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Ah. Bon, ben, je vais poser sa question à ce moment-là. Bon, je suis formateur agréé par Emploi Québec, puis je participais en tant que formateur, tel que vous le mentionnez. Avec qui dois-je communiquer? Ben, je pense, Nadine, peut-être tu peux répondre à cette question. Bien, pour l'offre de service, pour les formations, en fait, si tu es formateur, c'est mon impression, là, formateur, s'il y a une entreprise qui veut bénéficier de la formation que tu as à offrir, la demande doit être envoyée à Emploi Québec de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit fournir l'information qu'elles vont suivre une formation avec le fournisseur que tu pourrais être. Le détail des coûts et bon, tout le formulaire va devoir contenir là, le coût de formation, le coût, tous les coûts afférents et possiblement là, que Emploi Québec pourrait juste confirmer en fait cette formation-là. Par contre, si tu veux donner une formation à un groupe d'entreprises, bien là, il faut passer par ce qu'on appelle là, les représentants là, collaboratifs qui vont pouvoir donner la formation pour plusieurs entreprises. Donc, il va y avoir une offre de service qui va être faite avec l'agent collaboratif et la demande sera envoyée, en fait, pas auprès de Service Québec, mais auprès du ministère directement avec un formulaire que l'organisme là, qui va s'occuper de rassembler tous les entreprises vont faire la demande avec l'offre de service du formateur comme tel. Donc, il y a deux volets, là. C'est soit l'entreprise qui identifie la formation qu'il veut suivre avec le formateur ou un organisme comme la Chambre de commerce ou comme d'autres organismes qui vont rassembler plusieurs entreprises qui vont faire former leur clientèle avec un formateur X dans une offre de service X. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, Chantal. Oui.
Je vais donner la parole, en fait, à Seb. J'imagine que ça doit être Sébastien, Seb A. Donc, je vais vous permettre de poser votre question. Bonjour, Sébastien. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, j'ai une question par rapport aux acomptes provisionnels. C'était pas clair parce que là, on me demande pour ma très petite entreprise de commencer à garnir ça à travers les acomptes provisionnels pour les taxes. Est-ce que, puis les reports de date, c'était pas clair pour moi. Est-ce que c'est reporté ou je sais pas si Martin t'en a parlé au début de ton intervention, mais il semblerait qu'on peut reporter ça un peu plus tard, mais est-ce que ça s'accumule? Est-ce que j'aimerais avoir un peu de détails à cet effet? Parfait. Oui, bon, différents rapports. La date de production de vos rapports d'impôts personnels, 1er juin 2020. Date de paiement de vos impôts personnels, 31 août 2020. Date de production et paiement des rapports TPS-TVQ, 30 juin 2020. Mais nous, au bureau, on recommande aux clients de poursuivre leur périodicité parce que c'est pelleté par en avant. Au niveau acompte provisionnel, il n'y a pas d'intérêt, de pénalité si les acomptes ne sont pas faits d'ici le 31 août 2020. Ce qui veut dire que c'est reporté dans le temps. Donc, au niveau impôt personnel, les acomptes provisionnels, c'est juin et septembre. Là, à ce moment-là, ça serait celui de juin est reporté au 31 août, puis celui de septembre demeurerait en septembre. Donc, c'est pelleté par en avant. C'est pas un cadeau, c'est pas qu'on ne le paye pas. C'est juste reporté dans le temps. Et il n'y aurait pas d'intérêt ni de pénalité si ce n'est pas fait d'ici le 31 août 2020. Mais les obligations demeurent. C'est juste que la date est reportée. Ça répond à ma question. Merci. 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 Donc, si jamais vous avez d'autres questions, en fait, là, mon question et réponse est vide. Donc, je vois que les gens, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, si jamais, par contre, vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir. Faites-nous-les parvenir à la Chambre. Puis, je suis sûre que Martin aussi, ça va lui faire plaisir de répondre. Puis, pour ce qui est des formulaires, on va s'assurer, là, tous les participants qui ont participé au webinaire, on va vous envoyer les différents liens là, vers les différents formulaires. Et oui, je réponds à Chantal. La vidéo va vous être envoyée. On est filmé. Donc, oui, la vidéo va être envoyée plus tard à tous les participants. Elle va être mise en ligne sur le site web de la CCIVS. Merci beaucoup à tous. Merci, Martin, d'avoir participé à cette séance d'information-là. Là, on va tenter au cours des prochaines semaines là, de revenir avec différents sujets, différentes thématiques pour essayer de répondre le plus efficacement possible à vos questions. Mais soyez sans crainte, là, vous pouvez en tout temps envoyer vos questions, puis on vous redirige vers les bons intervenants qui peuvent vous aider aussi dans votre quotidien. Donc, merci encore et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.